Ce lundi matin-là, en entrant dans la salle de pause, j'ai tout de suite senti que quelque chose avait changé. Mon mug avait disparu. 22 ans dans cette tour de la Défense, et ce mug avait survécu à tout. 2 réaménagements de bureaux, 3 PDG, un petit incendie dans la kitchenette, et même la fois où quelqu'un l'avait pris pour un verre doseur pendant un concours de pâtisserie. Mais ce matin, il gisait dans la poubelle, fendu en deux, jeté comme si j'étais déjà un fantôme sur mon propre lieu de travail. C'était le premier signe. Le deuxième est arrivé plus tard dans la journée, quand Benoît Chevalier, notre tout nouveau directeur général, a traversé les couloirs comme si l'air lui appartenait. Fraîchement nommé par le conseil d'administration, plein de jargon à la mode et de parfums de luxe, il serrait la main des stagiaires, mais adressait à peine un signe de tête à ceux qui avaient bâti cette entreprise brique par brique. Il ne m'a pas regardé une seule fois. Peut-être aurais-je dû trouver ça rassurant. Après tout, l'invisibilité avait toujours été mon armure. Les gens oublient que les discrets ne sont pas faibles. Ils observent, ils enregistrent, ils se souviennent. Mais quelque chose dans son sourire m'a dit que cette fois, l'invisibilité ne me sauverait pas. Nous réalignons les ressources, a-t-il annoncé lors de la réunion générale. Des initiatives tournées vers l'avenir, une transformation audacieuse. Ces mots ne signifient jamais ce que les gens croient. Ils ne veulent pas dire innovation, ils veulent dire coupe budgétaire. Ils veulent dire que quelqu'un comme moi, stable, expérimenté, loyal, devient une dépense plutôt qu'un atout. Benoît a commencé doucement, comme ils le font toujours. Il a annulé nos points hebdomadaires, redirigé mes dossiers vers des juniors qui ne savaient pas faire la différence entre un bon de commande et une note de frais. Des réunions se tenaient où l'on oubliait mystérieusement de m'inviter. De petites entailles, 1000 petites coupures qui ne vous tuent pas sur le coup, mais vous vident de votre sang, lentement. J'avais déjà vu ce scénario. Une nouvelle direction débarque, pressée de prouver qu'elle mérite son salaire. Elle fait le ménage, non pas parce que la maison est sale, mais parce qu'elle a besoin de réarranger les meubles pour laisser sa marque. Et les gens comme moi, ceux qui réparent les fuites avant même que quiconque ne remarque une flaque d'eau, nous ne faisons pas les gros titres. Alors j'ai commencé à lever le pied. Pas du sabotage, non. Juste ne plus jouer les sauveurs à la seconde. Si quelqu'un envoyait un email urgent à 6 heures du matin, je ne répondais pas avant 9 heures. Si un contrat arrivait sans les bonnes signatures, je le laissais traîner un jour ou deux sur le mauvais bureau. Et bien sûr, les fissures ont commencé à apparaître. Un cycle de paiement retardé, une liste de conformités oubliée. Un client qui demandait pourquoi ses documents n'étaient pas prêts à temps. Les petits incendies que j'éteignais en silence couvaient maintenant assez longtemps pour que la fumée se voie. C'est là que j'ai remarqué que Benoît m'observait depuis l'autre bout de l'open space, un après-midi. Le regard affûté, calculateur, comme s'il avait déjà scellé mon sort. À cet instant, j'ai su qu'il ne s'agissait pas de performance, il s'agissait d'image. Il voulait du sang neuf, moins cher, plus tape à l'œil. Il voulait un alignement culturel. J'étais juste le fossile sur son chemin. Je n'ai pas paniqué, je n'ai pas supplié, car enfoui au plus profond de ma mémoire, il y avait le souvenir d'une réunion, presque 20 ans plus tôt, avec un jeune juriste qui avait levé les yeux au ciel alors que j'insistais sur une clause dans mon contrat initial. C'est une clause un peu excessive, non ? Avait-il dit à l'époque. Parfait, avais-je répondu. Dans ce cas, elle ne vous coûtera rien. Alors j'ai attendu. La convocation à l'entretien de licenciement est arrivée un jeudi matin. Benoît m'a reçu dans la salle de réunion vitrée, stérile comme une chambre d'hôpital. Un carton vide était posé sur la table, attendant mes affaires. Il n'a pas perdu de temps. « Hélène, dit-il d'une voix plate, répétée, nous réduisons les coûts, votre badge maintenant. Pas de merci pour 20 ans de loyauté, pas de poignée de main, juste le script. Je n'ai pas bronché, je n'ai pas discuté. J'ai simplement ouvert mon ordinateur portable, tapé un seul email et cliqué sur « Envoyer ». En pièce jointe, un unique fichier de mon cloud personnel, contrat-travail-hélène-d-2002.pdf. Destinataire, mon avocat. Objet, rupture de contrat ce jour. Corps du message, voir page 19, clause 14. J'ai refermé l'ordinateur doucement, comme si je le mettais au lit pour une sieste.
7 minutes plus tard, mon téléphone a vibré. Mon avocat avait fait répondre à tous, pas seulement à moi, mais aussi à la direction juridique, à l'assistant du DAF et bien sûr à Benoît lui-même. En pièces jointes, mon contrat de travail original, surligné, annoté, blindé. Une clause qu'ils avaient oubliée. Une clause qui stipulait, en cas de rupture de contrat non volontaire après 15 ans de service continu, toutes les actions non acquises de l'entreprise seront immédiatement acquises à leur valeur marchande à la date de la rupture. L'action de l'entreprise avait grimpé en flèche ces 5 dernières années. Mon indemnité s'élevait à un peu plus de 9 millions d'euros. C'est à ce moment-là que le DAF, Richard Fournier, a fait irruption dans la pièce, le visage rouge, des papiers tremblants dans sa main. « Qui a validé ça ?» a-t-il hurlé. « On ne peut pas payer ça, on n'en a pas les moyens. » Le sourire narquois de Benoît s'est effacé. Le silence qui a suivi était lourd, comme le grincement d'une trappe qui s'ouvre sous ses pieds. Et moi, je suis restée assise, les mains sagement croisées, le cœur battant à un rythme régulier. Parce que ce n'était pas une vengeance, c'était le protocole, et il venait de l'activer. La voix du DAF a continué de résonner dans cette boîte de verre bien après son départ, comme si la pièce se disputait encore avec elle-même. Benoît essayait de garder la mâchoire serrée, mais son reflet dans la vitre le trahissait. C'était le genre de sourire que l'on arbore pour une photo, juste au moment où votre chaise bascule. Je n'ai pas rompu le silence, je ne lui devais aucune parole. Mon téléphone a de nouveau vibré, une autre réponse de mon avocat, nette comme un scalpel. Accusé de réception de la part du service juridique, demande de votre RIB pour le virement. Et une ligne qui disait « Conformément au contrat, l'acquisition est immédiate. Aucune clause de confidentialité n'est envisagée. » L'expression « aucune clause de confidentialité » a résonné comme une petite cuillère heurtant une cloche en cristal. Tout le monde l'entend, tout le monde lève les yeux. Je suis sorti avec le carton qu'ils avaient préparé pour moi, pas parce que j'en avais besoin, mais parce qu'il semblait poli de laisser leur mise en scène aller jusqu'au bout. Dans le couloir, il s'est produit ce qui arrive toujours quand une personne silencieuse devient bruyante sans élever la voix. Des regards se sont levés par-dessus les écrans, des chaises de bureau ont pivoté, une toux a retenti comme une question. J'ai gardé le regard droit devant moi, l'ascenseur a sonné, les portes se sont ouvertes comme si elles aussi attendaient ce moment. En bas, assise dans ma voiture, j'ai regardé les emails fleurir sur mon écran. Le service juridique voulait clarifier l'intention. Les RH voulaient discuter des alternatives. La direction financière voulait prendre la température sur une posture de règlement. Un dialecte d'entreprise. Beaucoup de mots qui ne veulent rien dire. Je n'ai répondu à aucun. Mon avocat s'en chargeait déjà. Par contre, j'ai envoyé un SMS à Diane de la compta fournisseur, parce que la décence ne coûte rien et qu'elle avait passé des années à dénouer des nœuds qu'on aurait dû me demander de régler en premier lieu. J'ai écrit « Les transactions passeront par mon avocat, ne t'inquiète pas pour toi. Sauvegarde les codes d'accès des fournisseurs aujourd'hui. » Elle m'a répondu avec 3 émojis de main en prière et un cœur. Elle avait toujours été trop généreuse avec les émojis. Dans l'après-midi, l'onde de choc s'est transformée en tsunami. Un ancien collègue m'a transféré une capture d'écran de la messagerie interne des cadres. Audit des contrats historiques, urgent. En dessous, quelqu'un demandait s'il y avait d'autres clauses de ce type datant de la période 2000 à 2005. C'est la partie que les dirigeants n'anticipent jamais. Si une personne a demandé un canot de sauvetage il y a 22 ans, il y a de fortes chances que d'autres l'aient fait aussi. Le problème, ce n'était plus moi, c'était le précédent. En rentrant chez moi, je me suis préparé un thé et j'ai posé le carton sur le plan de travail. À l'intérieur, une agrafeuse, une photo de la fête de Noël du bureau avant le changement de logo, 2 stylos qui ne fonctionnaient que si on les secouait, et mon badge. Le badge semblait plus lourd maintenant que personne ne pouvait me le prendre. 1 heure plus tard, mon avocat a appelé. Pas de bavardage. Il ne simule jamais une empathie qu'il ne peut pas traduire en euros et en termes exécutoires. Ils vont essayer de renégocier, a-t-il dit, parce que c'est comme ça qu'on les a formés. Mais la clause est limpide. Votre force, c'est le temps et le silence. Laissez-les faire les calculs les uns devant les autres. Vont-ils rendre l'affaire publique ? Ai-je demandé. Ils essaieront d'éviter.
S'ils y sont contraints, ils présenteront ça comme des obligations héritées du passé et espéreront que les investisseurs apprécient la gestion rigoureuse. Mais leur plus grande peur, ce n'est pas votre indemnité, c'est l'audit que votre indemnité va déclencher. Ce n'est pas une vengeance, ai-je dit, c'est le protocole. Le protocole, a-t-il approuvé. Vous avez eu raison de garder la copie originale contresignée. J'ai repensé à cette salle de réunion, des décennies plus tôt. Le jeune juriste qui m'avait dit que personne n'était licencié après 15 ans sans un départ en douceur. Je n'avais pas discuté. J'avais demandé une phrase dans un document et je l'avais classée là où mon moi futur pourrait la retrouver. Le soir, les SMS ont commencé à arriver de la part de gens qui avaient obtenu mon numéro par le bouche à oreille. Mélissa du service juridique. Est-ce que ça va? Je peux faire quelque chose? Nicolas, un jeune analyste que j'avais aidé une fois pour un rapport. Salut, je ne sais pas si c'est lié, mais j'ai trouvé une anomalie de conformité dans les archives RH la semaine dernière. Je devrais m'inquiéter? Je lui ai dit d'envoyer tout ça au service juridique avec un accusé de lecture et de faire profil bas. On n'a pas besoin d'être un héros, on a besoin de garder son emploi. Vers le coucher du soleil, un email de l'assistante de Benoît est arrivé, court et enjoué. Benoît adorerait discuter rapidement pour s'aligner sur la voie à suivre. S'aligner, encore un mot qui ne veut rien dire. Mon avocat a répondu avant même que je puisse le faire. Toute communication doit passer par notre cabinet. Mais le message qui m'a vraiment touché venait d'Éric, des services généraux. Il a écrit « L'ambiance est différente sans toi. On a remis les détecteurs de lumière sur la minuterie longue. On voyait des gens agiter les bras dans le noir pour que ça se rallume. » Je suis resté un moment avec cette phrase. Les lumières ne restent allumées que si quelqu'un bouge. L'essentiel de ma carrière avait consisté à maintenir les systèmes allumés sans faire de grands gestes. Ce soir-là, j'ai ouvert mon vieux dossier d'intégration pour la première fois depuis des années. Les checklists que j'avais rédigées, les procédures en cas de panne, la matrice d'approvisionnement qui expliquait pourquoi le fournisseur A ne pourrait jamais remplacer le fournisseur B sans une mise à jour de conformité. Tout était étiqueté clairement, non pas parce que je suis ordonné, mais parce que la confusion coûte très cher. Quelque part dans cette tour, des gens étaient en train de découvrir que la clarté n'est pas une compétence secondaire. Avant de dormir, j'ai tapé une note pour moi-même, juste une phrase. Ne pas laisser la colère réécrire les faits. C'est facile de mythifier ce qui se passe quand les puissants réalisent qu'ils ont ignoré la personne qui tenait les épingles de sûreté. Mais rien de magique ne s'est produit. J'ai lu quelque chose que tout le monde avait cessé de lire. J'ai gardé les preuves. J'ai demandé de l'aide à quelqu'un dont le métier est de tirer sur le bon fil. S'il y a un message enfoui là-dedans, ce n'est pas « venge-toi », c'est « sois exact ». Pas besoin de mettre le feu au bâtiment quand le schéma électrique est déjà dans les archives. Le lendemain matin, ils allaient en référer au conseil d'administration. Quelqu'un allait parler d'exposition au risque, quelqu'un allait dire responsabilité fiduciaire, quelqu'un allait demander qui d'autre avait une clause comme la mienne. Et pendant qu'il parlerait un langage qui tourne en rond, je me verserais un café dans un mug qui n'était pas fendu, en attendant un virement qui n'était pas optionnel. Je ne me suis pas endormi en souriant. Je me suis endormi épuisé, de cette fatigue particulière que l'on ressent après avoir porté quelque chose de lourd pendant des années et l'avoir enfin posé là où il doit être. Le mardi matin, la tempête était passée des murmures aux secousses sismiques. Plus besoin d'un badge pour savoir ce qui se passait à l'intérieur. La panique d'entreprise a une odeur. Elle suinte des emails, des invitations urgentes à des réunions et de ces CCI accidentels que les gens envoient quand ils tapent trop vite. À 10h, mon avocat a appelé. Ils vont proposer un arrangement, dit-il. Attendez-vous à un chiffre bien inférieur au contrat. Ils l'enroberont davantage de prolongation de mutuelles et de clauses de confidentialité. Ne sciez pas. Je ne scierai pas, ai-je répondu. Ma voix était stable, même à mes propres oreilles. À midi, mon téléphone a sonné. Richard Fournier, le DAF. Le même homme qui m'avait un jour coupé la parole en pleine réunion budgétaire pour demander si on pouvait y revenir plus tard quand ce serait important. Maintenant, sa voix tremblait. « Hélène, dit-il, nous aimerions éviter une escalade inutile. Nous apprécions votre service. » « Richard, l'ai-je interrompu,
Toute communication passe par mon avocat. Et j'ai raccroché. Pas par colère, mais parce que rien d'utile ne vient jamais après un mais. Le soir, une autre capture d'écran a atterri dans ma boîte de réception. Cette fois de la messagerie interne des RH. Carole, la nouvelle directrice des RH qui avait fait glisser le carton sur la table, avait écrit en majuscule « Qui a approuvé son licenciement sans examen du contrat ?» En dessous, le directeur juridique avait répondu par une seule ligne qui m'a glacé. « Vous ». J'ai imaginé son visage en lisant ça. Le petit sourire suffisant qu'elle affichait pendant mon entretien, remplacé par la prise de conscience que la trappe qu'elle venait d'ouvrir était sous ses propres pieds. Le lendemain matin, une nouvelle s'est confirmée. Un message de Nicolas, le jeune analyste. Le service juridique vient de réquisitionner mon historique de recherche. Ils savent que les RH ont ignoré les problèmes de classification. Tout le monde panique. Je suis en sécurité ? J'ai répondu. Garde tes notes, ne dis rien, tu ne risques rien. La panique adore la compagnie, mais elle dévore les juniors en premier. Dans la semaine, le conseil d'administration a convoqué une session d'urgence. Une autre fuite a trouvé son chemin jusqu'à moi. Une ébauche de présentation PowerPoint. Titre : Exposition aux rémunérations héritées, constatation préliminaire. Point clé : clause 14C exécutoire. Responsabilité estimée à 9,2 millions d'euros immédiate. Contrat additionnel potentiel, 6 à 12. Risque de divulgation aux investisseurs, élevé. En bas, quelqu'un avait écrit en rouge « Cause première, les RH ont contourné la procédure de conformité. Licenciement exécuté sans validation juridique. » C'était la signature de Carole, son raccourci, son arrogance. Je n'ai pas souri. Ce n'était pas de la joie, c'était l'inévitabilité. Cette nuit-là, assise près de la fenêtre, j'ai regardé les lampadaires s'allumer. 22 ans, j'avais été leur colonne vertébrale invisible, leur échafaudage silencieux. Ils me trouvaient démodé, mais ils avaient bâti leur empire sur les systèmes que j'avais conçus, les protocoles que j'avais protégés et les petites lignes que j'avais eu l'audace de lire. Maintenant, ces mêmes systèmes se retournaient contre eux. Pas parce que je sabotais quoi que ce soit, mais parce que la gravité n'a pas besoin de sabotage. On retire la mauvaise poutre et l'édifice s'effondre tout seul. Le vendredi après-midi, les choses avaient dégénéré. Un assistant RH junior a accidentellement publié un message dans le mauvais canal, encore une fois. Le directeur juridique confirme qu'il y a au moins 5 autres contrats avec des clauses d'acquisition accélérées. Responsabilité immédiate estimée à 48 millions d'euros. Le conseil est furieux. 5 autres comme moi. Je n'étais pas une anomalie, j'étais un précédent. Le soir, un nouveau SMS de Nicolas, l'analyste. Il me demande d'expliquer le rapport de conformité que j'ai trouvé. J'ai peur. Reste calme, ai-je répondu. Garde tes notes, ne spécule pas, dis-leur exactement ce que tu as vu. La panique pousse les gens à exagérer, et l'exagération est le terreau des boucs émissaires. Dimanche soir, mon avocat m'a envoyé un dernier SMS. Ils ont fait remonter l'affaire au conseil. Attendez-vous à une offre révisée, plus élevée, sans clause de confidentialité. Ils perdent du sang et veulent que ça cesse en silence. J'ai fermé mon téléphone, je me suis préparé un autre thé et j'ai murmuré pour moi-même. Ne pas s'énerver, être exact. Parce que l'orage n'était pas encore passé, il ne faisait que se rapprocher. Lundi après-midi, mon avocat a appelé le premier. Ils ont dépassé le stade de la négociation pour entrer en gestion de crise. Les conditions révisées arrivent. Validation au niveau du conseil. Il y a eu une pause. Préparez-vous à l'acquisition complète, selon la clause. Le montant sera doublé pour éviter tout délai. Et surtout, pas de clause de confidentialité. Protocole, ai-je dit par habitude. Protocole, a-t-il répété comme une bénédiction. L'offre est arrivée 10 minutes plus tard. Ce n'était pas triomphal, c'était clinique. Confirmation de virement sous 48 heures. Maintien de la mutuelle sans condition. Aucune clause de confidentialité ou de non-dénigrement. Une ligne en bas. Cet accord résout toutes les obligations du contrat initial sans reconnaissance de faute. Ce n'étaient pas des excuses. Les entreprises ne s'excusent pas. Elles font des maths.
Mais les maths parlaient d'eux-mêmes, j'ai signé. L'heure d'après, une capture d'écran m'est parvenue, un email à tout le personnel. À effet immédiat, toute rupture de contrat non volontaire pour les employés de grade 9 et supérieur nécessite un examen de conformité et une validation juridique. Personne n'a écrit mon nom, mais il était là, entre chaque ligne, comme un filigrane. Carole a disparu de l'organigramme cet après-midi-là. Pas de grande annonce, juste un message aseptisé des RH. Nous remercions Carole pour sa contribution et lui souhaitons le meilleur pour l'avenir. J'ai imaginé le carton qu'elle avait un jour poussé vers moi. Je me suis demandé qui le lui avait tendu. Quand le virement est arrivé, ce n'était que des chiffres sur un écran, pas un feu d'artifice. J'ai fait du café, nourri le chat et remboursé la dernière traite de mon prêt immobilier. L'argent comptait, évidemment, mais le fait de clore le chapitre comptait plus encore. La certitude tranquille que je n'avais pas eu besoin de rage pour gagner, juste des archives, du temps et la bonne phrase à la page 19. Le soir, je suis passé devant la tour, pas pour me vanter, juste pour m'assurer qu'elle existait toujours dans le monde ordinaire. C'était le cas. La vie ne s'arrête pas pour des procès-verbaux de conseil d'administration ou des virements de règlement. Elle continue, indifférente et exacte. La loyauté est un contrat, pas un trait de personnalité. Elle doit être lue, renouvelée et respectée par les deux parties. Si quelqu'un traite votre stabilité comme une marchandise à bas prix, il vous indique le prix qu'il s'attend à payer plus tard. Il faut le croire sur parole et garder ses factures. Je n'ai pas mis le feu à l'entreprise, je n'en ai pas eu besoin. Le schéma électrique était public, la procédure était écrite. La seule chose que j'ai faite, c'est de refuser qu'on me dissuade de conserver le paragraphe que j'avais mis là pour protéger une version future de moi qui pourrait en avoir besoin. Elle en a eu besoin. Je lui en suis reconnaissante. En rentrant, je me suis acheté un nouveau mug. Simple, lourd, pas fragile. Quand j'y ai versé mon café le lendemain matin, il n'a ni vacillé ni fui. C'est tout ce que j'ai toujours voulu, au fond. Des systèmes qui tiennent la route, des gens qui lisent les documents, un travail qui respecte la gravité. Cette histoire n'est pas une incitation à la vengeance, c'est un rappel de classer ses dossiers, de demander la clause, de garder la copie contresignée. Le silence n'est pas une faiblesse, c'est le son que fait une procédure quand elle fonctionne. Ma devise reste la même, ne pas s'énerver, être exact. Et si quelqu'un fait glisser un carton sur la table, s'assurer qu'il a aussi lu la page 19.